Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, numéro 100 du petit exo de colle. Après avoir fait le 100e exo de colle, le 200e exercice sur la chaîne, ça n'était qu'une question de semaine avant d'arriver à ce palier du 100e petit exo de colle. Alors j'aurai énormément de choses à vous dire, mais tout ça, je vais le mettre en boule. Et puis hop, on va mettre ça pour une future vidéo, une vidéo d'une vie de mathématiques qui sera consacrée entièrement à la chaîne YouTube, son histoire, tout ça, et puis passer à travers de nombreux remerciements au passage. J'espère que cette vidéo sortira avant le mois de décembre, on va croiser les doigts. Pour l'heure, je vais me contenter simplement de vous remercier pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez à la chaîne. On a dépassé il y a peu les 3600 abonnés, ce qui est clairement pas rien quand même, c'est énorme je trouve. Et voilà, après 3 ans et demi, presque 4 ans d'existence, tout ce travail que j'ai pu fournir pour essayer de mettre en place cette banque d'exercices pour les classes préparatoires aux grandes écoles et tous les différents soutiens que j'ai pu recevoir à travers ça, à travers les mois et les années, je vous remercie pour tout ça et puis pourvu que ça dure, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Bon, j'ai abrégé, j'ai fait de mon mieux. Là, on va attaquer maintenant le gros du gros de la vidéo et donc notamment l'exercice. Mais encore une fois, je vais laisser le suspense durer un petit peu en rappelant le contexte de la sortie de cette vidéo. En tout début du mois de septembre 2024, je vous ai proposé un sondage dans lequel il y avait 3 exercices pour lesquels vous avez eu le droit de voter. Et puis celui qui recevait le plus de votes était choisi comme petit exo de colle numéro 100. Vous avez eu le choix entre un exercice de combinatoire où il fallait déterminer le nombre de façons de payer n euros avec des pièces de 1 euro et de 2 euros, un exercice sur des polynômes à coefficients réels qui préservent la partie décimale des réels, et enfin cet exercice qui est assez particulier, même très particulier, j'ai envie de dire très anecdotique, qui est en fait un exercice qui est tombé en un sujet d'un concours assez bien connu aux États-Unis et au Canada, j'ai nommé le concours Putnam. Et donc, même si les 2 derniers étaient assez serrés, vous avez voté en majorité, après plus de 100 votes, 140 votes à peu près, donc c'est quand même déjà pas mal, je trouve, mais je suis sûr que certains d'entre vous auraient peut-être voulu voter, et je vous inviterai à le faire au prochain sondage, qui j'ose espérer tombera en octobre, mais bon, hop, petit aparté. Là, je reviens ici, après donc une bonne bagarre entre les 2 exercices que j'ai mentionnés, les polynômes et cet exercice-là, vous avez été plus nombreux à demander cet exercice comme petit exo de colle numéro 100. Maintenant, je vais lire l'énoncé. Soit la suite AN, qui ne prend que des valeurs soit 2 ou 3, définie de la manière suivante. A0 vaut 2, et pour n'importe quel n antinaturel, AN est en fait le nombre de 3 qui vont se trouver entre la n plus 1e occurrence de 2 et la n plus 2e occurrence de 2 dans la suite qu'on est en train d'étudier. Ça peut paraître assez étrange, et ça l'est, je pense, assez étrange comme définition de suite, mais je vous inviterai déjà à essayer de manipuler la définition pour voir si vous avez compris comment la suite va se construire, car en effet, elle va se construire par récurrence. Bref, maintenant que j'ai dit ça, le point le plus important que nous voulons aborder ici dans cet exercice, c'est le suivant. On veut déterminer la proportion asymptotique de 2 dans la suite que nous étudions. Alors avant de parler du Putnam et de parler également du niveau requis pour attaquer cet exercice, je vais commencer par dire que parmi les 3 exercices que j'avais proposés dans ce sondage, il n'y en avait qu'un seul, et c'est celui que vous avez choisi, il n'y en avait qu'un seul qui avait été proposé par l'un d'entre vous, et vous allez voir le commentaire s'afficher en bas de l'écran. Merci à toi qui m'avais proposé cet exercice il y a certainement quelques mois de cela, et qui te reconnaîtra. Un très joli exercice, mais un exercice très difficile à attaquer. J'ai pas envie non plus de vous dire que cet exercice est impossible pour vous, c'est pas vrai, d'accord, je pense pas, mais c'est vraiment un exercice très anecdotique et très difficile à aborder. Donc un gros challenge, j'ai envie de dire, à travers cet exercice. Alors maintenant je vais parler du niveau de cet exercice. Le niveau de cet exercice est en fait première année de classe préparatoire. Ça peut paraître étonnant, mais en effet, on n'a pas besoin d'énormément d'outils pour attaquer cet exercice. En fait, bon, peut-être le seul truc qu'il faut que j'explique, c'est ce que j'entends par proportion asymptotique d'éléments dans une suite. Ce que j'entends là, c'est vous avez votre suite, vous allez de A0 jusqu'à AN, et vous comptez le nombre de 2 qu'il y a dans ces termes-là, entre A0 et AN. A0 et AN inclus, par exemple, peu importe. Et puis, vous faites la division entre le nombre de 2 que vous avez trouvé par le nombre de termes de la suite, donc ici n plus 1. Et vous regardez, ici la proportion asymptotique, ça sous-entend que vous allez faire tendre n vers plus infini sur ce quotient, et bon
L'idée, c'est d'espérer que ça tombe sur une limite que l'on soit capable de calculer et qu'on arrive à conclure alors la proportion de 2 qu'il va y avoir dans la suite. Et quand j'entends ici asymptotique, c'est donc la limite qu'il faudra déterminer de ce quotient que j'ai mentionné. Donc c'est le seul truc un peu technique qu'il fallait que je vous explique. Mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour pouvoir attaquer cet exercice. Donc ça peut paraître étonnant, mais il n'y a pas besoin de grand chose. Et pourquoi il n'y a pas besoin de grand chose? Et bien là, ça me permet d'en venir au concours Putnam. Alors, je me permets de juste faire une petite parenthèse là-dessus. Je vais mettre en lien en description, et vous devriez le trouver là maintenant, en description une vidéo d'Axel Arnaud qui parle également du concours Putnam, et certainement il en parlera mieux que moi. Donc je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à sa vidéo où il aborde un autre exercice Putnam, tout aussi intéressant, sur des calculs modulaires, des calculs de congruence. Donc tout aussi sympathique, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil pour en savoir davantage sur le concours Putnam si ça vous intéresse. Ici je vais juste la faire très courte. Donc pour la faire très courte, le concours Putnam c'est un concours qui existe depuis presque 100 ans en fait. C'est né en 1927, peu après la mort d'un mathématicien appelé William Lowell Putnam. Et c'est sa femme, Elizabeth Putnam, qui a constitué ce concours quelques années après sa mort. Et l'idée de ce concours, c'est d'essayer de déterminer, en tout cas essayer de ressortir les meilleurs étudiants parmi les établissements canadiennes et états-uniennes, les meilleurs étudiants en mathématiques, et de leur permettre d'octroyer soit des prix qui peuvent se compter sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars, soit carrément des bourses d'études pour pouvoir continuer leurs études, soit dans leur université d'origine, soit éventuellement dans d'autres universités encore plus reconnues, comme par exemple l'université d'Harvard. Donc c'est un peu cette idée-là qui est proposée à travers ce concours où il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui le font, généralement autour de 2000 étudiants, donc c'est quand même assez fort, et ces étudiants ont un niveau entre, si on doit comparer par rapport au niveau en France, entre lycée et licence. Puisque bon, c'est grosso modo niveau college, mais pas encore niveau undergrad. Donc undergrad, c'est globalement niveau maîtrise, quoi. Donc c'est dans ces eaux-là, on peut passer ce concours-là. Et à savoir que la philosophie de ce concours, c'est essentiellement de vous proposer des problèmes anecdotiques, hein, comme celui-ci, où on n'a pas besoin d'énormément de connaissances pour pouvoir l'attaquer. Quand je parle de connaissances pures ici, en termes de cours, quoi, de cours général, voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de connaissances pour pouvoir attaquer cet exercice. Mais par contre, il faut faire appel à une assez grosse créativité mathématique. Qu'est-ce que j'entends par là? La créativité mathématique, ce que j'entends, c'est être capable d'adapter l'énoncé à son gré et de s'accaparer bien sûr la notion, et d'être capable de partir sur des directions qui peuvent être plus ou moins opposées au problème qui est proposé. Et l'idée, c'est grâce à cette variété de directions, être capable de voir quelle direction pourrait commencer à mener au bon résultat, ou en tout cas à la résolution de l'exercice. Et donc ça demande vraiment de la pratique, énormément de pratique. Et c'est pour ça que les étudiants qui passent ce type de concours, ils vont se préparer pendant plusieurs mois en attaquant énormément d'annales sur Putnam, donc beaucoup d'exercices. Et l'idée, c'est vraiment d'acquérir un certain mécanisme de résolution, même si ce genre de mécanisme ne suffit pas du tout, enfin, quand je dis pas du tout, je veux dire que ça aide, mais ça ne suffira pas forcément pour pouvoir résoudre n'importe quel problème qui serait posé au Putnam. A savoir aussi que les sujets Putnam, et ça peut être bien que je le dise, les sujets Putnam sont proposés de la manière suivante. C'est toujours le premier samedi du mois de décembre, et donc par exemple cette année ça tombera le 7 décembre 2024. Et donc ça tombe toujours le premier samedi du mois de décembre, sauf peut-être quelques exceptions, mais généralement ça tombe là. Et vous allez avoir deux sujets qu'il faut aborder en 3 heures, un sujet A, un sujet B. Chacun de ces sujets propose 6 problèmes. Ces problèmes sont généralement ordonnés dans l'ordre croissance de difficulté, de A1 jusqu'à A6, et pareil pour le sujet B, de B1 jusqu'à B6, et essaye de proposer une très grosse variété de problèmes sur des thèmes très variés qui peuvent toucher de la combinatoire, de la géométrie, de l'analyse, de l'algèbre poussée, etc. C'est quand même très très varié comme truc.
Et chacun de ces problèmes sont comptés sur 10 points. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points, donc pour être le mieux classé possible et ainsi obtenir les prix ou les bourses associées donc à ces concours. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de Putnam. Et voilà, à savoir aussi que les personnes qui peuvent y concourir, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sont les étudiants qui sont au Canada ou aux États-Unis, mais attention, sans distinction d'origine. On peut très bien avoir des étudiants qui viennent de France, qui travaillent ensuite dans une université aux États-Unis ou au Canada, et suivant bien sûr leur niveau d'études, ils auront la possibilité de passer ce type de concours. C'est ça que j'entends par il faut être dans un établissement canadien ou états-unien pour pouvoir attaquer, pour pouvoir prétendre attaquer en tout cas ce concours. Bref, maintenant que j'ai dit tout ça, où est-ce que s'inscrit cet exercice par rapport à ce concours? Eh bien, il est tombé au sujet Putnam de 1993, donc il y a il y a 31 ans de ça en fait. Bientôt 31 ans quand on arrivera en décembre. Hop, et c'était le problème du sujet A, le problème 6. Et donc si vous avez bien retenu, graduation des problèmes suivant l'ordre de 1 à 6. Bon, bien sûr, 6 quand même. La difficulté des problèmes peut quand même assez bien varier selon la compatibilité mathématique de chacun, qu'on soit bien d'accord. Mais comme il a été posé en 6e problème, il est attendu à ce que ce problème fasse partie des plus difficiles de la liste qui était proposée cette année-là. Et donc c'est un très joli exercice, comme je l'ai dit, qui fait appel vraiment à des connaissances de première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Mais bon, je vais me permettre de dire la chose suivante concernant la structuration de la résolution que je vais vous proposer. Dans un premier temps, je vais vous proposer une approche qui va se permettre d'aller plus loin que le programme de première année de classe préparatoire. Tout simplement pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble et pour vous expliquer comment on pourrait aboutir, si on a ces connaissances supplémentaires, comment on pourrait aboutir à une idée qui va nous permettre d'avancer vers une résolution de cet exercice. À savoir que l'idée que je vais émettre pourrait très bien ressortir sans même avoir besoin de ces connaissances de recherche. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Je le répéterai certainement plus tard dans la vidéo, mais voilà. Donc la première partie, je vais vous proposer une approche pour essayer de comprendre un petit peu le contexte et essayer de voir en quoi des objets que l'on peut voir en recherche peuvent nous permettre d'avancer vers une résolution possible, sachant que ces idées, je le répète, auraient pu venir d'ailleurs. Une fois que j'aurai donné ces idées, je vais vous émettre un lemme qu'il faudra donc démontrer et qui sera en fait le point clé de la résolution de cet exercice. Je vous laisserai à nouveau du temps pour y réfléchir, et puis une fois ce lemme résolu, on pourra enfin résoudre l'exercice et donc conclure. Et enfin, en toute fin de vidéo, je vais me permettre de faire une petite ouverture en vous donnant des idées de résolution d'exercices qui sont analogues à l'exercice que nous attaquons aujourd'hui. Bien, maintenant que j'ai dit tout ça, comme d'habitude, je vous invite à faire une première pause sur la vidéo pour essayer de déjà un peu mieux comprendre l'énoncé de l'exercice du jour, essayer de manipuler un maximum de choses autour de cet exercice, vraiment faites ce que vous pouvez. Donc essayez de vous y confronter vraiment, parce que j'aimerais que vous vous rendiez compte de la difficulté de cet exercice, c'est vraiment un exercice très difficile, donc voilà. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est un exercice quand même très pointu, qui fait appel à des choses quand même compliquées, mais bref. Donc je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer juste de toucher un petit peu l'exercice, de voir un petit peu les idées qui peuvent émerger à travers cet exercice, voir peut-être si par la suite vous êtes dans la bonne direction, juste pour vérifier ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à faire une pause maintenant pour essayer les choses que vous voulez sur cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Bien. Alors je vais commencer par vous dire un truc qui va peut-être vous perturber. Vous êtes tombé dans mon piège. Alors pourquoi je dis vous êtes tombé dans mon piège? Je vous rappelle que cet exercice était le choix d'un sondage. Et ce sondage, il y avait un exercice de combinatoire, un exercice de polynôme et cet exercice-là. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu cet exercice et se sont dit ça doit être un exercice d'analyse, ça pourrait toujours être sympa de voir ce genre de choses, surtout qui demandent de regarder des proportions asymptotiques. Donc ceux qui connaissent un petit peu de quoi il s'agit peuvent se dire oui, il y a peut-être de l'analyse derrière, ça pourrait être sympa. Non, messieurs, dames, il s'agit d'un exercice de combinatoire. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que vous êtes tombé dans mon piège. Alors peut-être que vous n'êtes pas tombé dans mon piège, parce que peut-être que
sentiez peut-être un peu de combinatoire derrière, mais c'est vrai que l'énoncé de l'exercice tel qu'il est ne donne vraiment pas à présager de la combinatoire. Et en fait, c'est là déjà un premier point clé, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est de la combinatoire qu'on va faire. Alors maintenant, je vais vous expliquer en quoi, en effet, la combinatoire va nous permettre d'avancer dans la résolution. Puis, comme je l'ai dit, je vais vous énoncer 2-3 trucs que l'on voit en recherche, qui sont complètement hors cadre de la première année de classe préparatoire, mais qui vont quand même me mener à une idée de résolution, qui pourrait être une idée qui vous seriez venue si vous avez décidé d'emprunter telle ou telle direction par rapport à ce que vous aurez fait sur la suite. Et une fois qu'on aura donc cette direction, je vous donnerai le lemme et on continuera à envoyer sur la suite. Donc, l'approche que je vais vous proposer, c'est tout d'abord de construire la suite. Je vais l'appeler A, cette suite. Alors, je vais suivre, et ça va vous permettre peut-être de mieux comprendre comment cette suite fonctionne. Donc, dans un premier temps, on a A0 qui vaut 2, donc on doit commencer par 2. Maintenant, ce 2, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il doit y avoir 2, 3 entre la première occurrence de 2 et la deuxième occurrence de 2. Celui-ci, c'est bien la première occurrence de 2. Et il doit y avoir une deuxième occurrence de 2 qui doit apparaître après 2, 3 consécutifs. Attention, il faut s'accrocher. J'ai pas dit que ça allait être simple à expliquer. Donc, 2, 3. Alors je vais faire 3, 3. Et puis, on a un 2. Car entre le premier et le deuxième 2 de la suite, on doit avoir 2, 3. Ensuite, là, on a réussi à avoir A1. A1 égale 3. Grâce à ça, on sait qu'entre le deuxième 2 et le troisième 2 de la suite, on doit avoir 3, 3. Donc je vais écrire. Non, c'est pas un corbeau que je viens d'imiter, c'est bien 3, 3. Bref, blague nulle au passage, mais c'est pas grave. Le suivant, c'est un 3, et donc vous avez 3, 3, 3, 2. Ok. Le suivant, c'est un 2, donc je vais avoir 3, 3, 2. Et ainsi de suite, je ne vais pas m'amuser à faire tous les termes de la suite. Vous pourriez vous amuser à en faire d'autres. Tous les termes de la suite, c'est un même en mot, mais je ne vais pas m'amuser à aller plus loin, même si aller plus loin pourrait vous donner d'autres idées. Mais bref, ici, je vais m'arrêter là. Donc voilà comment on peut constituer la suite, et j'espère vous avoir convaincu qu'en effet, cette suite se construit par récurrence. Car grâce aux termes que vous allez être capable de déterminer au fur et à mesure, vous allez être capable, en fait, finalement, de constituer les autres termes de la suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Très bien, alors un premier truc qu'on peut d'ores et déjà constater, c'est qu'il y a certains patterns sur cette suite qui ne pourront jamais arriver. Donc, ce qui est interdit, on pourra constater qu'on n'a pas le droit d'avoir 2, 2, on n'a pas le droit d'avoir 2, 3, 2, et on n'a pas le droit d'avoir non plus 4, 3 consécutifs. Bon, ça paraît pas grand-chose à constater, mais c'est quand même pas rien. Donc il y a quand même des trucs là qui vont ressortir, et qui m'ont fait penser, en tout cas quand j'ai préparé cet exercice, qui m'ont fait penser à des choses en lien avec donc la combinatoire que je vais maintenant vous introduire. On va changer un petit peu de perspective. Au lieu de voir ce truc-là comme une suite, voyons ça comme un mot. Qu'est-ce que j'entends par mot? Vous avez des lettres, ici les lettres ça serait 2 et 3, et puis pour constituer un mot, vous pouvez concaténer les lettres. Donc si j'ai par exemple 2, 3, 3, et que je le concatène avec 2, 3, 3, 3, 3, je vais obtenir ce mot-là. D'accord? Et donc, si je vois les lettres munies de l'opération concaténation, cet ensemble-là va me former ce qu'on appelle un monoïde. C'est quoi un monoïde? Un monoïde, c'est un peu comme un groupe. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez toujours votre opération associative, vous avez toujours votre élément neutre, ici ça serait le mot vide, pas impossible de le définir comme étant juste le mot qui n'a pas de lettres, pourquoi pas. Vous avez le mot vide, vous avez donc l'associativité, mais le seul truc en fait qui va vous manquer par rapport à la propriété de groupe, c'est en fait le symétrique. Vous n'allez pas avoir de symétrique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas de symétrique. C'est ça le truc important qu'il faut constater pour avoir un monoïde par rapport à un groupe. Vous avez c'est comme un groupe, mais vous n'avez pas de symétrique pour certains éléments. Ici, dès que vous avez un élément qui n'est pas le mot vide, c'est foutu, vous n'avez pas donc de symétrique. Je vous dis ça, c'est peut-être, je pense que ça peut être intéressant. Bon, et maintenant ce que je vais vous faire constater concernant ce mot. Je vais me permettre de le réécrire, ça va être assez utile. Donc, je vais le réécrire 2 fois. J'aimerais vous faire constater un truc. Et c'est vraiment un truc lié à la construction de la suite. Comme on l'a dit tantôt, on a dit que
le fait d'avoir ce 2 ici nous a permis de déterminer le début de la suite et d'avoir ce 2, 3, 3 qui apparaît. Donc ce 2 est envoyé sur 2, 3, 3. Ce 3 ici est envoyé sur 2, 3, 3, 3. Puisque le 3 qui est ici nous permet de dire que nécessairement il doit y avoir 3, 3 ici. Le 3 qui est ici est envoyé ici. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, ce qu'on est en train de construire, c'est un morphisme de mots. En effet, le morphisme de mots qu'on est en train d'étudier, donc morphisme de monoïde si vous voulez, hein, comme un morphisme de groupe, ça doit préserver la structure de l'ensemble dans lequel on bosse, et donc pour un morphisme de monoïde, il faut que l'image d'une concaténation soit égale à la concaténation des images. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, ici, je peux donc définir ce morphisme de mots juste en connaissant les images des lettres. Et donc, je vois que 2 est envoyé vers 2, 3, 3. Et je vois que 3 est envoyé vers 2, 3, 3, 3. Donc ça me donne ce qu'on appelle un morphisme de mots. Ok? Mais c'est pas n'importe quel type de morphisme de mots. Et c'est là où les connaissances de recherche peuvent être très, très, très utiles. En effet, c'est un morphisme qui s'appelle morphisme sturmien. Alors, sturmien, pourquoi? Parce qu'en fait, ce morphisme-là pourrait se décomposer en des morphismes dits sturmiens et dits sturmiens élémentaires, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les décomposer plus que ça. Alors, pour vous faire un exemple, je vais me permettre juste de regarder mes notes pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, la décomposition ici que nous avons, c'est 2 est envoyé vers 2, 3, 3 est envoyé vers 3, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, j'ai fait une bêtise. Donc 2 est envoyé vers 2 et 3 est envoyé vers 2, 3. C'est bien que j'ai quand même mes notes. Ensuite, vous avez 2, 3, 2, 3, 3. Et ici, vous avez 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3. Sachant que les deux morphismes ici, donc ici on a psi, qui est clairement défini. Et puis ici, on va dire qu'on a θ, où θ est le morphisme qui à 2 associe 2, 3, et à 3 associe 3. Voilà. Et donc ça, ce sont des morphismes élémentaires appelés morphismes élémentaires sturmiens. Et n'importe quel morphisme sturmien peut s'écrire comme une composition de ces deux morphismes psi et θ. Ici, avec 2 et 3. Bien sûr, on peut généraliser à n'importe quelle lettre A et B. Ok. Mais pourquoi sturmien? Qu'est-ce que c'est que ce mot sturmien? En fait, un morphisme sturmien, il y a une autre définition. Ça doit envoyer n'importe quel mot sturmien vers un autre mot sturmien. C'est quoi un mot sturmien? Et c'est là où on va arriver petit à petit à l'idée qu'il fallait avoir pour pouvoir résoudre cet exercice. Mais je vais d'abord vous donner une définition, la définition élémentaire, la première définition qui a été donnée sur les mots sturmiens. Puis ensuite, je vais vous donner une autre définition qui va nous mener justement à la très bonne idée qu'il faut avoir pour résoudre cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'un mot sturmien? Alors un mot sturmien, c'est un mot infini. Ok? Donc c'est un mot infini constitué de 2 lettres, généralement. Ok? Mais je ne suis pas obligé de préciser ça, parce que ça va être la conséquence de la définition. Mot infini, ce que j'entends par mot infini, ça peut être infini comme là, juste en allant vers la droite, mais ça peut être infini dans les deux sens, c'est pas gênant non plus. On pourrait être infini aussi vers la gauche, c'est pas gênant non plus. Ok? Donc c'est des mots infinis, tels que, pour tout entier naturel non nul, le nombre de facteurs de longueur n, c'est égal à n plus 1. Ça peut paraître étonnant comme définition, mais c'est la définition d'un mot sturmien. Donc un mot sturmien, ça doit vérifier cette propriété. Qu'est-ce que j'entends par facteur? Facteur, comme je disais, on a la multiplication avec la concaténation. Donc un facteur, c'est juste réussir à avoir un mot, un sous-mot, ici de longueur n, donc ça veut dire avec n lettres. Alors si on regarde un petit peu plus près, notre exemple. Par rapport à la définition, ça veut dire par exemple pour n égale 1, les mots de longueur 1, dans le mot infini, il y en a au plus 2. Et en effet, il y a 2 lettres distinctes qui apparaissent. On a bien 2 et 3. Ça, ce sont les facteurs de longueur 1. Ok. Si je regarde maintenant les facteurs de longueur, donc là c'est de longueur 2. Si je regarde les facteurs de longueur 2, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir 2, 3, on peut avoir 3, 2, et on peut avoir 3, 3. Mais on ne peut pas avoir 2, 2.
Ça marche. Ok, ça marche. Et puis, bah pareil, il faudrait réfléchir un petit peu, mais quels seraient les facteurs avec 3 lettres? Bah avec 3 lettres, on en a plusieurs, hein, donc je vais peut-être m'amuser à le faire. On a 2, 3, 3, on a 3, 3, 3, on a 2, réfléchissons, on a 3, 3, 2, 3, et on a 3, 3, 2. Mais on peut rien avoir d'autre, car on n'a pas le droit d'avoir 2, 2, et on n'a pas le droit non plus d'avoir celui-là. Donc encore une fois, le nombre de facteurs à 3 lettres dans ce mot-là, eh bien il y en a 4. Bon alors, vous voyez qu'avec cette définition, c'est un peu compliqué à démontrer hein, qu'un mot est sturmien. En général, c'est quand même pas évident. Il y a des mots du type appelé mots de Fibonacci, hein, qui vérifient ce genre de propriété, et dans ce cas-là, bah, il faut, pour démontrer ce genre de propriété, généralement on passe par d'autres trucs. Et là notamment, pour les mots sturmiens, on a un autre truc qui existe. Alors permettez-moi de faire un brin d'histoire avant d'énoncer ce résultat. Le brin d'histoire que j'aimerais amener, c'est le fait que le mot sturmien que nous sommes en train d'étudier, avant de faire l'histoire, je vais faire juste une petite parenthèse. Ce morphisme-là qui est sorti là, l'intérêt du fait de savoir que ce morphisme est sturmien me permet d'affirmer que le mot que nous avons là, il est sturmien. Car c'est un mot qui est stable, hein, c'est un point fixe, si vous voulez, du morphisme phi. D'accord? Et comme c'est un point fixe du morphisme phi, bon bah on est sûr que ce mot-là est sturmien. Voilà. Donc bien sûr, il faudrait démontrer que ce morphisme-là est un morphisme sturmien, bla bla bla. Bon voilà, là ici je pense qu'avec cette définition on peut s'en sortir en disant oui, le mot n'importe quel morphisme sturmien s'écrit comme composition de ces morphismes-là, on pourrait s'en sortir avec ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Bref, petit brin d'histoire maintenant, les mots sturmiens ont été étudiés par un certain Bernoulli dans les années 1700, hein, je n'ai pas l'année exacte. Et ça a été réétudié plus en profondeur, parce que bon, ok, Bernoulli il a fait des choses, mais pas énormément de choses sur ces mots. Le plus gros du gros, il a été fait par 2 personnes, un certain Morse et un certain Haglund, aux environs de 1940, je ne sais plus si c'est 40 ou 30 quelque chose, ou 40 quelque chose, mais enfin bref, disons dans les environs de 1940. Et dans leur étude, ils ont été capables de faire un lien entre les mots sturmiens et des mots appelés mécaniques. Et en fait, bah, les mots que je vais appeler mécaniques sont aussi des mots sturmiens. Et donc voilà une autre définition de mot sturmien. Un mot sturmien, bah, c'est un mot qui est fait que de 2 lettres, et ici on va préciser 0 et 1. Alors je vais peut-être essayer de donner une définition encore plus générale. Donc c'est un mot formé de 2 lettres, A et B, qui est défini de la manière suivante. Il doit exister un alpha qui va être un irrationnel parmi 0, 1, tel que, eh bien, le mot en question, donc le mot, je vais peut-être lui donner un nom à ce mot, on va l'appeler W. Donc W, on va le voir comme une suite, exactement comme vous voyez cette suite avant de dire que c'était un mot. On va le voir comme une suite, donc une suite d'éléments comme ça. Donc tel que il existe alpha, blablabla, vérifions la propriété suivante. Wn égale, alors j'ai peut-être oublié, il faut préciser qu'il existe aussi un rho, tel que, eh bien, la propriété est la suivante, Wn est égal à A si la partie entière de alpha n plus 1 plus ρ est égale à la partie entière de alpha n plus ρ, et B sinon. Et le sinon, bah en fait, ça revient à dire qu'il y a plus 1. Donc cette partie entière de alpha n plus 1 plus ρ est égale à 1 plus partie entière de alpha n plus ρ. Puisqu'en faisant plus alpha, comme alpha est compris entre 0 et 1, on n'a pas le choix. Bien. Alors maintenant que j'ai dit ça, je ne sais pas si vous constatez un truc, mais il y a un truc à constater. C'est que, bon, alors là j'ai fait les parties entières. J'aurais pu faire les parties entières. Là, j'ai fait les parties entières inférieures, c'est ça que je veux préciser. J'aurais pu faire les parties entières supérieures, ça marcherait aussi. Mais le truc que j'aimerais vraiment vous faire constater, c'est qu'en fait, derrière la définition de cette chose, il y a une droite. Il y a une droite, alpha x plus ρ. Il y a une droite, quoi. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'il y a une droite. Ça veut dire alors, et je vais vous montrer une autre façon de voir, en fait, la construction des mots sturmiens. Vous prenez une droite de pente irrationnelle, alors pas forcément passant par 0, ici je le fais passer par 0, mais c'est pas obligé. Une droite y égale alpha x plus ρ.
Ok? Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre votre droite en essayant de déterminer les points les plus proches de la droite. Donc vous allez avoir, tac, disons on a ce point, on a ce point. Alors je fais un petit exemple hein, pour vous montrer. Allez, disons qu'on a ça. Je fais peut-être un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous donner une idée de, voilà, ça ce sont, disons, les points inférieurs qui sont le plus proches possible de la droite. Et grâce à ces points inférieurs et aux différents pas qu'on effectue, eh bien on est capable de définir le mot associé. Donc là, en fait, comme je ne suis pas monté, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Là, ça me donnerait le mot suivant. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, voilà, et ça s'arrête là. Bon, alors, je suis pas sûr que le mot que je viens de donner, c'est un mot sturmien. C'est juste pour vous donner une idée que voilà comment on peut construire un mot sturmien. C'est grâce à une droite. Et en fait, on cherche juste des points les plus proches possibles de la droite. C'est tout ce qu'on va faire. C'est fou quand même. Donc, voilà. Et donc, c'est là où vient l'idée importante qu'il faut avoir pour pouvoir attaquer cet exercice. Donc là, à la droite, ici, on a apparemment une restriction sur le fait de devoir prendre entre 0 et 1. Mais en vrai, la construction du mot sturmien peut se faire avec une droite de n'importe quelle pente. On a décidé de prendre 0, 1, parce que bon, bah en fait, à conjugaison près, on va dire, ou à échange des deux lettres près, on pourrait avoir un autre mot sturmien en changeant une pente entre 1 et plus infini. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de faire inverser la pente qui est ici, hein. C'est tout. Hein. Si vous inversez la pente qui est ici, bah, vous allez échanger le rôle de 0 et de 1 dans mon dessin. D'accord? Donc c'est vraiment... Bon, peut-être il faut aussi regarder au-dessus de la droite, mais c'est pas forcément très gênant. Bref, ce que j'entends ici, c'est que apparemment, en effet, il y a une question de droite qui apparaît. Et cette question de droite fait apparaître justement une question de partie entière de alpha n plus ρ. Alors maintenant, si on regarde, et c'est maintenant on va arriver au lemme que je vais vous énoncer qu'il va falloir démontrer, mais avant ça, si on regarde les endroits où apparaissent les deux, donc, et que je note Bn, disons, on va l'appeler Bn cette suite, donc Bn, la suite des indices pour lesquels ABN est égal à 2. Donc on veut ça, pour lesquels ce truc-là est vérifié. Donc on prend tous les indices pour lesquels A prend la valeur 2. Okay, si je regarde ça, alors les différents, si je regarde la suite d'indices, on va avoir 0, 3, 7, 11, 14, je crois qu'après c'est 18. Bon bref, ça continue. Et si on s'amuse à dessiner un graphique qui représente ces différentes choses, on va se rendre compte qu'en effet, plus ou moins grâce à ce que je viens de dire en vous faisant cette parenthèse sur la recherche, on peut se ramener à une droite. C'est-à-dire que tous les points qu'on va avoir sont tous en dessous de la droite, mais sont vraiment les plus proches possibles. Donc on pourrait avoir un truc comme ça, etc. Là, on va avoir des droites qui paraissent alignées. Bien sûr, ils ne le sont pas vraiment, mais ils sont très très proches d'une droite en fait. On est très très proche d'une droite. Et du coup, ça ne devient pas très délirant d'essayer de supposer qu'en fait, notre Bn pourrait s'écrire en fonction d'un nombre irrationnel alpha de la manière suivante, partie entière de n alpha. Et c'est donc l'objet du lemme que je vais vous proposer de démontrer avant d'aller plus loin. Et grâce à ce lemme, on va pouvoir résoudre l'exercice. Alors voilà l'énoncé du lemme plus exactement. Hop. Bon, je vais peut-être l'énoncer comme ça sera plus simple. Donc lemme. Parce que j'hésitais avec un autre énoncé, mais comme je vous ai introduit maintenant la suite Bn, on est bon. Eh bien, montrer que il existe alpha non rationnel tel que, eh bien en fait, Bn est égal à la partie entière de n alpha pour tout n entier naturel. Et en faisant ça, on va en fait démontrer que notre mot est vraiment démontré autrement qu'avec ce que j'expliquais avec les morphismes sturmiens, blabla. Non, on n'aura pas besoin de ça. Grâce à ce qu'on aura démontré là,
on aura démontré qu'en fait, le mot derrière la suite AN est un mot sturmien. Et donc voilà le lemme que je vous propose de démontrer. Essayez de démontrer que Bn égale à la partie entière de n alpha pour un certain alpha qui est un réel irrationnel. Je vous invite donc à faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre ce lemme par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Et puis d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, essayez de résoudre l'exercice à l'aide du résultat du lemme. Ça aussi, c'est sympa à faire. Une fois, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo ou à faire demi-tour s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai expliqué. Sachant que c'est quand même de la grosse ouverture vers de la recherche, donc si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas soit à mettre ça en commentaire, soit éventuellement à chercher un peu plus par vous-même. Hein. C'est aussi fait pour ça, Internet, hein. Il y a pas mal de ressources cachées, très sympathiques à aller voir, donc vraiment n'hésitez pas non plus. Pas résolution encore, preuve du lemme. Mais la résolution, elle ne va pas être très loin après. Hein. Donc je vous rappelle que Bn, c'est en fait l'indice de la n plus unième occurrence de 2 dans la suite A. Hein. Donc je me permets de rappeler, hein, pour que ce soit bien clair. C'est égal à l'indice de la n plus unième occurrence de 2 dans la suite donnée par A. Bon, alors moi ce que j'affirme dans un premier temps, c'est qu'on peut écrire Bn en fonction des AN. Et en effet, on peut écrire la chose suivante. Bn, pardon, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des AK plus 1. Alors réfléchissons 2 secondes. Cette formule est valide hein, pour n'importe quel n sur n. Réfléchissons 2 secondes. Pour n égale 0, la somme est vide. Donc B0, 0. Parfait. Pour n égale 1, on doit donc calculer A0 plus 1. Pourquoi? Alors si on reprend la suite qu'on avait constituée au départ, le fait de savoir que A0 vaut 2 nous permet de savoir donc que l'occurrence suivante de 2, bah, c'est tout simplement A0 plus 1. Donc en effet, la deuxième occurrence de 2 arrive en A0 plus 1. Puis après, l'occurrence suivante, ben comme on a un 3 ici pour A1, ben ça veut dire qu'ici on a 3, 3, et pour avoir l'occurrence suivante de 2, plus 1. Vous voyez? Donc on va avoir ça, puis après, encore une fois, 3, 3, 3, 2, ça vient du A2. Donc en effet, B2, c'est tout simplement la somme de ces termes, encore une fois, plus 1, plus 1, plus 1 pour chacun. Ok? Donc c'est là d'où vient cette relation. Relation qui est, j'ai envie de dire, assez évidente, puisque bon, il faut juste expliquer qu'en fait, les AI correspondent au nombre de 3 qu'il y a entre 2 consécutifs. Donc le A0, c'est entre le premier et le deuxième, etc. Et quand on a compris ça, bah, après, il n'y a plus qu'à faire plus 1 pour arriver au bon indice où il y a un 2. Voilà. Je ne l'écris pas, mais je viens de très bien l'expliquer, je pense, à l'oral. Bon, maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais manipuler un petit peu cette expression afin de la réécrire en fonction de Bn. Ou en tout cas, essayer d'établir une récurrence qui fait apparaître Bn. Faisons ça. Donc, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je me rends compte que les AK, ça vaut majoritairement 3. Majoritairement. On ne sait pas du tout la proportion de 2 par rapport à 3, vous me direz. Mais bon, par rapport à la constitution de la suite, on peut commencer à présager qu'il va y avoir quand même un peu plus de 3 que de 2. Bon. Pourquoi pas se dire, bah je vais commencer à supposer que le AK ici que j'ai écrit est 3, et du coup faire le calcul comme si c'était 3, hein, et du coup ça deviendrait 4n. Mais maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait enlever à ce 4n pour en effet retomber sur cet indice Bn. Eh bien ce qu'il faut juste retirer, c'est les endroits où on a lu des 2. C'est tout simplement ça. Il faut enlever tous les endroits où on a lu des 2 en suivant la lecture de la suite du terme 0 jusqu'au terme n-1. Et donc bah, en fait il faut enlever le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans l'intersection de la suite des BK avec les premiers termes, donc 0 jusqu'à n-1.
Je vous rappelle que les BK, encore une fois, ce sont les indices où on a des 2. D'accord? Donc, si ces indices sont compris entre 0 et n-1, c'est justement les endroits où le AK vaut 2. Donc, c'est les endroits-là où il faut enlever -1. Ça va? J'espère que c'est clair? Bon. Donc là, je viens d'établir une récurrence. Une récurrence assez sympathique entre les Bn et ce qui se passe ici. Puisque ici, on pourra aussi constater que j'ai pas besoin de regarder tous les BK. Hein. Les BK, c'est quand même une suite strictement croissante apparemment, donc il n'y a pas de... Je peux regarder de 0 jusqu'à n-1, c'est pas un problème. D'accord? Je peux me ramener à ça. D'accord? Je me permets de préciser que la suite était strictement croissante. Hein. Un peu par définition. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller plus loin que ces termes-là par rapport à 0 jusqu'à n-1. J'ai pas besoin. Et donc c'est bien une récurrence hein, entre Bn et les termes d'avant, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. Bon, alors c'est maintenant que nous allons essayer de déterminer le alpha qui va nous permettre de conclure. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est tout bêtement faire une analyse synthèse. On va supposer que Bn s'écrit de cette manière-là, et on va essayer de déterminer la valeur de alpha. Supposons que Bn est bien égal à partie entière de n alpha. Ok. Alors maintenant, si on retraduit donc la relation de récurrence qu'on vient d'établir, je me permets de bien préciser que la relation de récurrence que je viens d'écrire, elle est toujours valable, même sans cette hypothèse. Ça va avoir son importance pour la conclusion du lemme. Bon, alors maintenant, Bn égale n alpha, partie entière de n alpha. Donc je vais pouvoir écrire que partie entière de n alpha, c'est égal à 4n moins. Et là, en fait, ce truc-là, je peux le voir autrement. En fait, je veux juste chercher les cas pour lesquels k alpha, ou partie entière de k alpha, est inférieur à n-1. Donc je vais juste chercher les cas entiers naturels tels que k alpha en partie entière est plus petit que n. Disons plus petit strict à n. Comme alpha est irrationnel, ça veut dire que regarder la partie entière de k alpha, c'est la même chose que de regarder finalement par rapport à k alpha, puisque k alpha ne sera jamais un entier. Donc ça ne pose aucun problème d'écrire que cet ensemble-là, c'est la même chose que les cas antinaturels tels que k alpha est inférieur à n, strictement. Alors k alpha ne sera jamais un entier. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on aura toujours une inégalité stricte par rapport à un entier si on avait demandé une inégalité stricte avec un entier. Et maintenant, pour compter le nombre d'éléments qu'il y a là-dedans, c'est pas dur. C'est pas dur. En fait, ça revient vraiment à du calcul de partie entière. En fait, on est en train de chercher les entiers qui sont tous plus petits, enfin qui sont compris, les entiers naturels, hein, qui sont compris donc entre 0 et le n sur alpha. Et bien, il y en a combien? Et bien, il y en a partie entière de n alpha plus 1. Donc, ces nombres-là, c'est donc égal à, en fait, partie entière de n sur alpha plus 1. Le plus 1 venant du fait qu'on a pris 0. Hein, c'est surtout ça, faut faire attention. Mais cette partie entière, elle vient vraiment de la définition de regarder les entiers qui sont en dessous. Ça vient vraiment du côté un peu, si je me permets d'utiliser un mot savant, ça vient un petit peu du côté archimédien de R. Voilà, cette propriété d'Archimède qui dit qu'il y a forcément un moment où on va être plus petit, il y a forcément un moment où on va dépasser n'importe quel entier si on fait les multiples d'un réel donné. Donc ça, c'est le côté archimédien, et ce côté archimédien, c'est ce qui justement permet de définir la partie entière. Voilà. Ok, on va avancer. Et là, on va avoir les planètes qui vont s'aligner pour nous. Vraiment, à partir de maintenant, on a des planètes qui s'alignent. Qui va nous permettre d'affirmer qu'on est vraiment dans la bonne direction. Est-ce que je laisse ça au tableau? Oui, j'ai envie de laisser ça au tableau. Donc je vais effacer le lemme. De toute façon, l'objectif est assez clair, hein, j'espère. Alors, donc la relation qu'on vient d'établir, c'est quoi? C'est partie entière de n alpha qui est égale à 4n moins 1 moins partie entière de n sur alpha. Eh bien, j'affirme que ça, c'est égal à partie entière de moins n sur alpha. Et ça vient donc de la propriété générale que partie entière de moins x est égal à moins 1 moins partie entière de x. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais réfléchissons un petit peu. La partie entière de moins x, c'est quoi? Ça doit être l'élément, donc on a moins x. Ça doit être l'élément, l'entier qui se trouve tout de suite en dessous. Si je veux comparer à l'entier qui se trouve tout de suite au-dessus, eh bien, d'après les inégalités, si x est positif, hein, d'après les inégalités classiques, on peut dire que x est compris entre
donc là je vais mettre un strict ici, est compris entre partie entière de x et partie entière de x plus 1. Mettez un moins là-dedans et vous allez avoir moins x, qui est compris comme ceci, entre moins partie entière de x et moins partie entière de x moins 1. Et c'est là où on peut constater une autre hypothèse importante, puisqu'on va avoir des inégalités strictes, étant donné que x est pas rationnel. On va quand même le rappeler. Donc, à cause de x qui n'est pas rationnel, là on a forcément des inégalités strictes. Mais vous pouvez constater qu'en effet, moins x est compris entre moins partie entière de x et moins partie entière de x moins 1. Ce qui fait que la partie entière de moins x, c'est bien égal à moins partie entière de x moins 1. Voilà, je vous ai fait la preuve de cette propriété, dans le cas où x n'est pas rationnel. Très bien. Donc on en arrive à cette simplification-là. Chouette. On va avoir alors 4n plus partie entière de moins n sur alpha, partie entière de moins n sur alpha. Et puis le 4n, on peut le rentrer grâce à la périodicité de la partie entière. En effet, on peut écrire 4n moins n sur alpha, donc car la fonction qui a x associe la partie entière de x, eh bien ça c'est impériodique. Ok, bon, alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien vous allez constater, comme je l'ai dit, que les planètes s'alignent. On peut mettre n en facteur. Alors, je vais effacer ça. On va pouvoir mettre n en facteur. Et là, c'est la vie magnifique qui s'offre à nous. En effet, on va avoir que n alpha est alors égal à partie entière, donc partie entière de n alpha est égale à la partie entière de n fois 4 moins 1 sur alpha. Et cette égalité, elle est valide pour n'importe quel n. Je le rappelle. Et donc, quand vous avez cette égalité-là, quitte à diviser par n, puis à faire tendre n vers l'infini, vous allez pouvoir conclure que alpha est donc égal à 4 moins 1 sur alpha. Et comme je l'ai dit, les planètes s'alignent. Maintenant, ça y est, c'est couloir ouvert. On a alors, et c'est équivalent à dire que alpha est égal à 4 moins 1 sur alpha. Et comme je l'ai dit, pour avoir cette équivalence, notamment dans ce sens-là, il suffit de diviser par n et de faire tendre n vers l'infini. Et il est assez bien connu que la partie entière de n alpha sur n, quand n tend vers l'infini, ça tend vers alpha. C'est une propriété assez rudimentaire de première année de classe préparatoire. Je vous inviterai à le démontrer, ça se fait avec le théorème des gendarmes. Bon, maintenant que j'en suis là, je modifie l'équation. Et là, on voit un brave polynôme du deuxième degré apparaître. Et ça, c'est bien, on aime bien les polynômes du second degré parce qu'on sait les résoudre. Alors, on va les résoudre. Donc, on va obtenir, grâce à un petit delta qui va nous donner 16 moins 4, c'est-à-dire 12, qui est donc positif, ce qui est rassurant. On va alors conclure que alpha a deux choix de valeurs possibles, soit 4 plus ou moins racine de 12 sur 2, qui se simplifie en 2 plus ou moins racine de 3. Je vous rappelle que la suite Bn est censée être une suite strictement croissante. Ça a son importance. Car en effet, 2 moins racine de 3, ça c'est un nombre positif, mais c'est surtout plus petit que 1. Ce qui fait alors que la partie entière donc, de 2 moins racine de 3, c'est égal à 0. Ce qui normalement pourrait être égal à B1. Mais c'est pas possible parce que la suite Bn elle est strictement croissante et B0 vaut 0. Donc c'est foutu. Paf. Pas possible. Ce qui permet donc de conclure que alpha n'a pas d'autre choix que d'être égal à 2 plus racine de 3. C'est magique quand même. On a été capable donc de déterminer ce alpha. Maintenant, j'ai fait mon analyse, il faut faire la synthèse. J'ai pas fini. Parce que là, j'ai dit, je suppose que Bn égale ce truc-là. Hein, et j'ai réussi à trouver alpha. Maintenant, reste à vérifier que le alpha qu'on a trouvé permet bien en effet de décrire la suite Bn. Comment on peut vérifier ça? Eh bien, je vous rappelle, et c'est ça, et c'est pour ça que j'ai pas effacé ce truc-là, je vous rappelle que Bn est défini par récurrence. Si la suite qui est là, elle vérifie la même récurrence, j'ai gagné. Et bien en effet, la suite que j'ai là, elle vérifie la même récurrence. Je vais me permettre d'effacer un petit peu, mais il faut avoir en tête les relations qu'on a pu mettre en avant dans les différents calculs pour pouvoir conclure. Donc là maintenant on fait la petite synthèse.
Donc la synthèse, je vais poser dn égale partie entière de n fois 2 plus racine de 3 pour tout n. Et je vais montrer que dn vérifie les mêmes relations de récurrence. B0 vaut 0 et Bn est égal à ce genre de choses. Donc, déjà D0, ça vaut bien 0, qui vaut donc B0, youpi. Et puis Dn. Dn, je vous rappelle que c'est partie entière de n alpha, et on avait établi une relation. La relation était la suivante. Il suffit de regarder 4n et d'enlever la partie, donc 1, moins, ensuite partie entière de n sur alpha. Donc ici, alpha, c'est 2 plus racine de... Donc je vais remettre alpha, juste pour qu'on soit OK. Vous avez vu cette relation que j'ai effacée il y a peu de temps et qui était d'ailleurs dans la même partie du tableau. Donc cette relation-là, si je la retraduis dans l'autre sens, en effet, c'était bien le nombre, donc je suis en train de faire 4n, moins le nombre de... que je refasse, le nombre d'entiers, tel que, en fait, en effet, k alpha est plus petit que n. Mais c'est quoi ce truc? C'est exactement compter le nombre d'éléments de la suite D qui apparaît entre 0 et n-1. Donc c'est-à-dire le nombre d'éléments qui se trouvent entre D0 jusqu'à... Je ne suis pas obligé d'aller encore une fois prendre tous les termes de la suite, je peux m'arrêter à Dn-1. Inter tous les éléments compris entre 0 et n-1. Donc tous les éléments de la suite D qui sont compris entre 0 et n-1. Et je les compte. Eh bien je viens donc de démontrer que la suite Dn est définie avec la même initialisation et la même récurrence que la suite Bn. Ce qui permet donc de conclure que Bn est bien égal à Dn. Et on a donc résolu et fait la preuve, pas prouvé, fait la preuve du lemme. Et maintenant, je vous invite à faire à nouveau une petite pause pour essayer de terminer la résolution par vous-même. Maintenant qu'on a ce lemme, qu'on sait qu'en fait Bn, c'est bien égal à n fois ce truc-là en partie entière, je vous invite maintenant à faire à nouveau une pause pour essayer de déterminer la proportion asymptotique de 2 qui se trouve dans la suite An. Ok, j'espère que vous aurez essayé, parce que maintenant on a fait le plus dur. Vraiment, on a fait le plus dur. Et j'espère que vous êtes convaincus que, en effet, déjà, cet exercice est très difficile, que cela demandait pas mal de créativité, et notamment de penser au fait qu'en regardant les indices où les 2 apparaissaient, on avait une droite qui nous apparaissait sous les yeux. Donc ça, déjà, il fallait y penser. Et comme je l'ai dit, on pouvait y penser sans même avoir connaissance des mots sturmiens. C'était pas utile d'avoir la connaissance des mots sturmiens. Ici, je voulais juste compléter totalement le dessin en vous disant exactement ce qui se cache derrière cet exercice, mais à savoir que j'étais pas obligé de savoir ça pour pouvoir penser à regarder cette droite. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de démontrer grâce au lemme? On vient de démontrer que oui, c'est bien un mot sturmien. C'est quand même magnifique. Donc on vient de démontrer que c'est un mot sturmien. Et maintenant, grâce au fait qu'on a un mot sturmien, c'est assez facile de déterminer la proportion d'éléments qui se trouvent, donc du 2, qui se trouve dans le mot qu'on est en train de regarder, donc dans An. Donc, résolution maintenant, qui va se faire très rapidement. Donc si je veux déterminer la proportion de 2. Donc si je veux déterminer la proportion de 2, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est que je dois, comme je l'ai dit, compter un certain nombre de 2 entre A0 et AN, par exemple. Et je dois diviser par n plus 1. Et puis je dois regarder la limite de ce truc-là quand n tend vers l'infini. Ok. Déjà, voilà, on a notre ligne de mire là de dessiner. Rien ne nous empêche de ne pas regarder directement de A0 à AN, mais plutôt de regarder une autre sous-famille. C'est pas forcément gênant. Donc faisons ça, on va plutôt regarder le nombre de 2 qu'il y a entre A0 et A partie entière de n alpha, divisé par donc le nombre d'éléments qu'il va y avoir dans la suite, arrivé jusqu'à n alpha, ça va être partie entière de n alpha plus 1. Rien ne m'empêche de faire ça.
Sachant que celui-ci est le n et la n plus unième occurrence de 2. Ça veut dire qu'entre A0 et A partie entière de n alpha, on en a exactement n plus 1. Donc on se retrouve avec n plus 1 sur partie entière de n alpha plus 1. Quand n tend vers l'infini, c'est équivalent alors à n sur n alpha, théorème des gendarmes, tout ce que vous voulez par rapport à la partie entière. Et donc on conclut alors, on trouve 1 sur alpha. Et qu'est-ce qu'il en aurait été si j'avais regardé d'autres proportions? Parce que si j'avais regardé d'autres proportions, parce que bon, c'est en gros regarder d'autres sous-suites, j'ai regardé une sous-suite. Je pouvais regarder la sous-suite où j'avais fait, je vais peut-être le faire en bleu. Je pouvais regarder la sous-suite où j'avais fait plus 1 ici. Si j'aurais fait plus 1 ici, j'aurais obtenu plus 2, et ça ne change absolument rien. J'aurais toujours n plus 1 divisé ici par ce truc-là plus 2, et après par équivalence, on conclut la même chose. Puis j'aurais pu aussi, pareil, faire plus 2, plus 3, et encore une fois conclure la même chose. Et puis j'aurais pu faire ensuite le terme suivant encore, blabla, blabla, à condition bien sûr que je ne tombe pas sur un partie entière de n alpha. Et donc en faisant ces différentes proportions, qui sont donc finalement les différentes possibilités de proportion de 2 par rapport à 3, eh bien toutes celles-ci donnent la même limite. Et on conclut alors que la limite c'est bien égal à cette chose-là. Voilà, alors après si vous n'êtes pas convaincu, on aurait très bien pu faire le calcul directement ici, en se demandant, bah en fait il faut juste déterminer, hein, si on regarde ici, il faut juste déterminer le nombre de k tel que k alpha est inférieur à n. Et donc bah, ça c'est encore une fois partie entière de n sur alpha plus 1. Et donc bah, si on voulait le faire directement, on aurait pu faire ça, et encore une fois équivalent, n sur alpha divisé par n, ça fait 1 sur alpha. Bon, tout ça pour vous dire que peu importe votre façon de lancer le calcul, vous arriverez toujours à 1 sur alpha. La conclusion est alors que la proportion de 2 dans cette suite, c'est 1 sur 2 plus racine de 3. Ce qui est donc un peu moins que 1 tiers et un tout petit peu plus que 1 quart. Voilà, alors on aurait pu penser que la réponse était 1 tiers, ou alors penser que la réponse était 1 quart, mais en fait, c'est cette valeur-là, beaucoup moins évidente à trouver. Et on a donc fini la résolution de l'exercice. Bon, c'était un exercice très compliqué. Encore une fois, c'était un exercice aussi exceptionnel. Hein, c'est le numéro 100 du petit exode-colle. C'est pour ça que cet exercice est assez long. Et que ça a fait appel à beaucoup de créativité. Hein, c'est ce que je disais, créativité mathématique. Cette idée de penser à regarder une droite, c'est quand même pas évident du tout. Et vraiment, les concours Putnam, c'est vraiment dans cette idée-là. Hein, vraiment de proposer des problèmes ou des exercices dans lesquels il faut faire appel à beaucoup d'intuition ou beaucoup de créativité mathématique. C'est quand même... voilà. Et pourtant, à travers la résolution que je vous ai proposée, je n'ai pas utilisé énormément de connaissances mathématiques. Vraiment, encore une fois, la parenthèse surmienne, c'était pour vous dire, ça s'ancre dans un truc beaucoup plus grand. Dans de la combinatoire, finalement, la combinatoire des mots. Ça s'ancre dans un truc beaucoup plus grand. Et ce truc-là, si on a connaissance de ce truc-là, ça peut nous aider beaucoup pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire. Mais, on aurait très bien pu avoir l'intuition de se dire « Ah, mais en fait, les points, ils sont très proches d'une droite. » Rien ne m'empêcherait d'essayer d'approximer le nème indice ou le n plus unième indice dans lequel on a un 2, pour justement dire, bah ok, voilà combien il y a de 2 entre tel indice et tel indice. Vraiment, on aurait pu le faire comme ça aussi, ça a marché très bien. Voilà. Donc voilà, je vais insister là-dessus, sur le côté que ce côté sturmien, c'est quand même, voilà, c'est une aparté que je voulais vous apporter. C'est joli comme façon de dire. Et bah, j'espère qu'elle aura été très utile, en tout cas juste pour votre connaissance culturelle. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse pour aller un tout petit peu plus loin dans la résolution. Si, au lieu de regarder 3 et 2, j'aurais décidé plutôt de dire que A0 c'est égal à, je sais pas, on va donner, faut donner une lettre, alors disons P, et AN, bah, c'est le nombre de P plus 1, blablabla, entre la N plus unième et blablabla, de P dans la suite. Voilà. Avec P, entier naturel, je pense entier naturel non nul quand même, de préférence. Est-ce que oui, entier naturel non nul. Donc si j'avais décidé de lancer le calcul avec un autre entier que 2, hein, parce qu'ici j'ai pris 2,
et que ma suite ne prend que les valeurs P et P plus 1. Toujours. Quel aurait été le résultat? Eh bien le résultat, j'en ai fait le calcul, hein. Donc bon là je vais utiliser mes notes pour vous donner directement le résultat. Donc la proportion qu'on obtiendrait, donc on aurait encore un mot sturmien, c'est-à-dire qu'on est encore capable de faire exactement le même lemme, hein, la résolution du même lemme qui nous permet de donner cette expression-là du nème indice ou du n plus unième indice où P va apparaître. On est encore capable de faire ça, donc il y a bien un mot sturmien, et donc on est capable de, encore une fois, calculer la proportion de P ou de P plus 1 qui apparaît dans la suite, et cette proportion de P, ça va être donné par 2 sur A plus, alors je vérifie quand même encore une fois l'expression, A plus 2 plus racine de A plus 2 au carré. Alors j'ai mis A, c'est pas A, c'est P, excusez-moi. P, P, moins 4. Voilà. Vous pouvez vous amuser à vérifier que pour P égale 2, on retrouve bien la formule qu'on a trouvée, c'est-à-dire 2 plus racine de 3 avec un 1 en haut. Il y a le 2 juste qu'il faut simplifier qui se trouve là-haut. Bien. Donc voilà, on est capable de refaire le même exercice en remplaçant 2 par P et donc 3 par P plus 1. Mais par contre, si vous choisissez des entiers, n'importe lesquels, donc si on choisit P et Q n'importe comment, alors cette fois-ci, ça n'est plus sturmien. Donc non nécessairement sturmien. Et c'est vraiment, on est sur un borderline assez dingue. C'est que si je commençais à m'amuser à changer les paramètres pour n'importe quel autre paramètre, je suis plus nécessairement sturmien, c'est-à-dire que la méthode que je vous ai proposée ne fonctionne plus. Cette idée d'essayer d'écrire avec la partie entière de n alpha, ça ne fonctionnera plus. C'est dingue à quel point on est borderline, quoi. Et donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup de liberté finalement autour de cet exercice. Juste que, voilà, on peut s'amuser, si on a la connaissance des mots sturmiens, on peut s'amuser à faire d'autres mots sturmiens avec cette idée de P et P plus 1. Voilà, alors à savoir que les mots sturmiens sont pas très loin des mots parfaitement amassants, et les mots parfaitement amassants, ça tombe bien, c'est quelque chose que j'ai déjà un peu expliqué sur la chaîne à travers le coin recherche saison 2. Donc si ça vous intéresse de voir d'autres combinatoires de mots qui existent plus ou moins en lien avec les mots sturmiens, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil au coin recherche saison 2, je vais vous mettre le lien en description. Je m'arrête donc ici pour cette vidéo qui sera finalement très longue, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas, c'est vraiment exceptionnel, quand même, centième exo de petit exo de colle, quand même, c'est pas rien. Bref, comme d'habitude, et puis c'est vous qui avez choisi cet exercice sur ce coup-là, donc vous devriez vous attendre que ça allait être un exercice difficile, puisque c'est un exercice Putnam quand même, donc c'est pas rien. En tout cas, pour ceux qui connaissaient Putnam, parmi ceux qui ont voté. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça serait un délice, j'ai envie de dire, d'échanger sur cet exercice si vous avez d'autres idées de résolution. Rien n'empêcherait peut-être que d'autres idées de résolution auraient pu fonctionner. On sait jamais. Donc ça, voilà. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!